Le balado du marathon bénévole de Montréal, Pourquoi tu cours, veut remercier Best Buy pour tout l'équipement audiovisuel qui nous permet de faire ça avec vous autres aujourd'hui. Fait que merci Best Buy. Pourquoi tu cours, présenté par le marathon bénévole de Montréal. Mesdames, messieurs, bienvenue à cet épisode numéro 1 du balado Pourquoi tu cours, de la saison 2 pour le balado du marathon bénévole de Montréal. Et je vous présente Valérie Chouinard-Raudet avec qui je vais co-animer cette année. Allô Val! Allô Max, ça va? Tellement content que tu aies accepté. Ben merci pour l'invitation. Je pense que l'invitation t'a pris un peu par surprise. Un peu, c'est le terme. C'est le terme. Quand même beaucoup par surprise, ouais. Parce que t'es une coureuse sociale qui publie beaucoup, mais c'est un domaine, la course, le vélo, la nage, l'activité physique qui te passionne. Oui, exactement. En fait, j'ai quand même un background en kinésiologie. Fait que ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine. Là, depuis 15 ans, j'ai comme pogné une petite piqûre des sports d'endurance. Fait que ça a été ça qui m'a mis sur le droit chemin et me voilà au balado. Oui, puis je suis content que tu sois là parce que t'en fais vraiment beaucoup. T'sais, on aura la chance à travers les différentes semaines de parler de tes activités, de ce que t'aimes faire ou de ce que t'aimes moins faire, mettons. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est la façon, puis t'étais invité sur un épisode de la saison 1. Ouais. C'était ta vision dans tout ça, de le faire juste pour toi, sans pression, pas nécessairement pour compétitionner. Je trouve ça le fun parce que cette vision-là, je pense qu'elle n'est pas assez partagée. T'sais, on parle beaucoup de performance. Toi, c'est vraiment pour du gros fun. Là. Oui, ben là, surtout avec toutes les heures que je mets là-dedans, pour de vrai, s'il n'y a pas de plaisir, pourquoi je ferais ça? Puis en fait, on en avait discuté aussi l'année passée, mais je suis pas payée non plus pour courir. Fait non, que, c'est ça. Si ça devient mon travail, peut-être que j'aurai un discours différent, mais en ce moment, je suis là juste pour le plaisir. Dans les épisodes qu'on va vous présenter dans les prochaines semaines, on va recevoir du monde de partout, de plein de disciplines qui voient le sport d'endurance de plein de façons. Qu'est-ce qui te fascine de ces gens-là, de ces athlètes-là? Comme exemple, aujourd'hui, on reçoit Guillaume Audette, 70 courses accomplies en 13 ans. T'as donné une idée? Qu'est-ce qui te fascine de ces gens-là? J'ai le mot dedication en tête. Ouais. On se dit c'est pas un travail, mais en même temps, quand tu es rendu à ce niveau-là, ça devient un travail à temps partiel. Tu mets du temps, puis toute ta vie tourne autour de ça. Fait qu'il y a le plaisir, oui, mais il y a une coche de plus au plaisir. Là. Puis c'est ce que j'aime découvrir des gens, de c'est quoi leur passion, puis pourquoi ils font ça. Là. C'est pourquoi tu cours? Oui, c'est absolument. Puis on va l'explorer de plein de façons. On va beaucoup parler de la course sur les médias sociaux, de la course dans l'œil du public. Tu sais, je t'ai vu, je pense que c'est la semaine passée, faire « Hey, je m'en vais au Morford, je m'en vais courir, j'ai besoin d'amis. » Mais pour vrai, c'est réel parce que des fois, tu commences puis tu te sens un peu seul. Tu sais, comme moi, là, je me suis acheté un vélo. J'ai personne dans mon entourage qui fait de vélo. Fait que là, je suis en train, il faut que je rencontre quelqu'un. T'as-tu un vélo? T'as-tu un vélo? T'as-tu un vélo? Il y a ça de vouloir, ce désir-là de le faire en gang, je pense, aussi en même temps. Oui, c'est une pratique complètement différente. Puis pour avoir commencé avec des amis récemment, c'est une autre game, mais là, c'est un autre univers qui commence. Là, fait que la piqûre. Juste avant qu'on accueille Guillaume, je veux que tu nous parles de ton week-end choc. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi exactement? Bien, en fait, les week-end shocks, on fait ça quand là, je me suis inscrite à mon premier ultra trail de 50 km qui est dans 3 semaines. Fait que le but d'un week-end shock, c'est de faire le plus de volume possible, créer de la fatigue et courir sur plusieurs jours pour après ça courir sur des jambes fatiguées. Fait que par exemple, en fin de semaine, j'en ai un autre qui s'en vient. J'ai 2 heures de course à faire samedi. Puis le dimanche, j'ai un 58 km en trail à faire. Fait que c'est d'être pré-fatigué pour un peu mimer la course, comment ça va se passer le jour J. Fait que, ouais. Ça te fait peur, ça t'excite, ça... Les deux. Ouais. Les deux, mais on dirait qu'en ce moment, ça va bien. Je touche du bois, je suis dans un bon mindset, je suis pas blessée, ça va bien. Fait que là, c'est excitant, mais je peux comprendre que des fois, il y a des blessures qui arrivent entre-temps. Fait que là, je peux comprendre qu'il y a du stress qui arrive, mais pour l'instant, de mon côté, so far, so good. Je pense que vous allez adorer la discussion avec notre invité à venir. Guillaume Audette s'en vient dans quelques secondes à Pourquoi tu cours. Guillaume Audette, salut. Salut. Bienvenue à Pourquoi tu cours. Premier balado. Première fois pour venir parler de cette belle discipline-là qui est la course à pied. On lisait un peu ton résumé. Tu es un coureur de trail et un coureur sur route. Initialement sur route, qui s'est converti en trail. Ouais. C'est très cool parce que dans ta tête, comme tu le mentionnais, c'est 2 disciplines complètement différentes. Exact. Tu sais, dans l'intro, je parlais avec Val, là, qu'à 58 km en trail que tu t'en vas faire bientôt. Dimanche, oui. Dimanche. Un petit 58. C'est incroyable. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Parle-nous toi un peu de ton histoire, de comment tu es arrivé dans cette discipline-là pour le faire aussi de façon intensive, on va dire comme ça. Ça n'a pas été intensif depuis le début. En fait, j'ai commencé là, un peu parcours peut-être un peu plus classique, où est-ce que dans un but de remise en forme, je découvre la course à pied au début de la trentaine. Là. OK. Fait que j'ai eu une vingtaine, pas très sportive, plus sportive, voyage, party, et ainsi de suite. Puis au début de la trentaine,
j'ai voulu me remettre en forme. C'est l'histoire de tellement de monde. Ouais. Exact. C'est quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui est arrivé dans la trentaine? Ouais, ben c'est ça. J'ai voyagé beaucoup dans ma vingtaine. J'ai dit le travail m'a amené à faire à faire pas mal de voyages. À la fin de la vingtaine, j'ai commencé en voyage. Quand j'arrivais dans une ville, j'allais découvrir cette ville-là un peu en course à pied. Fait que j'ai comme c'est un excellent moyen de découvrir une exactement, ville. Exactement. Fait que c'est comme ça. Puis quand je suis revenu officiellement au Québec à l'âge de 30 ans, j'ai eu un père qui a été diagnostiqué d'une maladie, une amie aussi, puis tout ça. Puis j'étais pas en forme, honnêtement. J'étais complètement... j'avais pas les saines habitudes de vie, et ainsi de suite. Puis là, j'ai décidé de dire, OK, comment je peux un peu me reprendre en main? OK. Commencer à courir tranquillement, un peu comme tout le monde, les premiers 400 mètres qui est terrible. Tu découvres puis tu découvres que c'est un sport qui est dur à aimer, en fait, là, au début. Oui, parce que tu te fais violence au début. Oui, un exact. peu. Oui. Puis, donc, 2012, pour essayer de garder une certaine rigueur dans mon entraînement, puis tout ça, je décide de prendre un premier dossard au Marathon de Montréal. Donc, je m'inscris au demi-marathon. Qui était ta première course? Première course, c'était un 21, premier dossard, à vie. Wow! Puis je me suis lancé là-dedans, fait un temps de 2 heures et quelques, peu importe. Ça t'a pas traversé le vide de commencer par le 5 ou le 10? Non, exact. J'ai décidé d'y aller all-in. Je suis quelqu'un qui était assez excessif de nature. Puis je me suis dit, OK, je vais me donner un objectif qui va vraiment faire en sorte que je vais garder une rigueur et une motivation. Donc, 2012, premier demi-marathon à Montréal. Ça fonctionne bien. Dans les 2-3 années qui suivent, je me donne d'autres objectifs de demi-marathon. 2016, 2017, je découvre une course qui s'appelle l'Ultra du Mont-Blanc, qui est un peu le Super Bowl là, de la course en sentier, qui est une course qui se passe en Europe. OK, pas au Mont-Blanc dans les Laurentides. Là. Non, exactement. Pas de Saint-Jovis. Ça part à Chamonix. Le vrai Mont-Blanc, là, celui des crayons. Là. Oui, exactement. Fait que part à Chamonix, puis on fait le tour, en fait, du Mont-Blanc. Fait que donc, on n'atteint pas le sommet à aucun moment, mais on passe à travers 3 pays, dans le fond. Là, on commence en France pour finir en France, mais en passant par la Suisse et l'Italie. Découvre cette course-là. C'est une course qui a une grande ampleur, là, 2500 coureurs, des drones qui suivent, des millions de vues sur YouTube, puis tout ça. Puis, je me dis, ça pourrait être possible de le faire. Ça pourrait être possible de le faire. Puis, qu'est-ce que ça prendrait pour faire ce genre de course-là? Bien, commencer à courir en sentier. Oui. J'ai un petit boisé, j'habite sur la Rive-Nord, j'ai un petit boisé pas loin de chez nous. Puis, je vois qu'il y a un voisin qui court beaucoup dans ce petit boisé-là. Je vais le nommer, il s'appelle Éric Megui, qui est une légende de la course en sentier au Québec, là, qui court des très, très longues distances. Puis, Éric m'accompagne 1 ou 2 fois dans le boisé de Lorraine. Puis là, je commence à faire mes premiers pas en sentier. Puis il m'offre, il y avait une course dans les Laurentides il y a quelques années qui s'appelait la Pandora. C'est une course où est-ce que on pouvait faire, c'était un maximum de loop de 6, en hiver c'était 6 km, en été 10 km, il y avait les deux, Pandora 24. Donc en 24 heures, le but est de faire un maximum de loop de 10 km. Et tu avais le droit d'avoir un accompagnateur pour faire ça. Puis Éric visait 100 000, donc la fameuse distance du 160 km sur 24 heures. M'a offert de venir faire la nuit avec lui, donc de venir faire des loops. À ce moment-là, j'avais jamais fait au-dessus d'un demi-marathon. Puis, sur route, là. Sur route, exact. Okay. Fait que première fois en trail, mais vraiment comme accompagnateur. Puis j'ai fait un bout de la nuit avec Éric, là, d'un genre de 10 le soir à 2 le matin. J'ai fait 4 boucles finalement. Fait que j'ai fait un 40 km avec lui. Il était sur un rythme plus lent. Mais là, j'ai découvert, c'est là que j'ai eu vraiment mon illumination de la course en sentier. Puis, puis à dire, OK, ben, je pourrais vraiment aimer ça. Puis là, l'objectif que je me disais de l'UTMB, de cette fameuse course-là, elle devenait un peu plus réaliste. J'ai vu par quoi il passait dans une nuit, là, à la frontale, avec les pôles, puis tout ça, que c'est tout... fait les hallucinations, il y a été... Exact, les hallucinations, ainsi de suite. Fait que j'ai passé à travers un bout de la nuit avec lui. L'objectif, c'est de confirmer de l'UTMB. Puis à ce moment-là, donc ma plus longue distance était finalement le demi-marathon. Puis là, ça en est suivi, là, 2017, 2018, 2019, une espèce de build-up là, de distance à faire mon premier 28 km qui était à Ricana, qui est un des gros événements au Québec, en septembre. Puis ensuite, l'année d'après, un premier ultra. Fait que quand on considère l'ultra, c'est au-dessus d'un marathon. Fait que j'ai fait un premier 55 km dans l'État de New York l'année d'après. Puis
puis là, après ça, j'ai monté les distances. Comment tu peux être patient comme ça? Parce que, tu sais, des fois, on voit l'UTMB puis on se dit, OK, je vais être là l'année prochaine. Là. Mais, tu sais, clairement, tu venais de faire 42, fait que tu le savais que les chiffres ne pouvaient pas s'additionner pour que tu fasses un 160. Comment tu as fait pour puis comme, je suis te vraiment garder? pas patient dans la vie, en plus. Non, zéro patient, personnel. c'est un travail Parce que personnel. C'est long, là. Il a fallu vraiment que je trouve un moyen d'avoir du fun dans le processus, tu sais, pour me rendre là. J'ai tombé en amour en parallèle à ça avec la communauté de course en sentier, avec les différents événements qu'on a au Québec, puis tout ça. Fait que c'est ce qui m'a aidé dans ma patience et ma constance. Parce que oui, c'est un sport de patience. Là, puis quand on veut aller dans l'ultra-distance, puis tout ça, puis je voulais vraiment pas sauter les étapes. Je voulais pas être un coureur. Là, en course en sentier, il y a une espèce de barrière horaire. C'est-à-dire qu'on a un certain temps limite pour faire la distance dans laquelle on s'est engagé. Je voulais pas être sur le bord des barrières horaires. Fait que je voulais être au moins dans le milieu du pack, puis tout ça. Fait que je me suis donné le temps. Puis j'ai travaillé ma patience, ma résilience, ma constance, à travers les années pour finalement... Puis j'avais vraiment cet objectif-là que je voulais absolument faire, qui était devenu... Là, Tu t'étais donné combien de temps? Tu dis, OK, là, je vais faire l'UTMB. Je me vois à l'UTMB dans... J'avais 35 ans à ce moment-là, puis je voulais le faire pour mon 40e. OK, puis mon 40e. 5 fait que ans je m'étais donné un 5 ans, ouais. exact, pour monter les distances, puis me rendre jusqu'à l'UTMB. Fait que ça a bien été. Par contre, 2021, l'UTMB, en fait, à la base, c'était juste un tirage pour faire l'UTMB, parce qu'il y a quand même 2500... Tu mets ton nom dans le chapeau, il y a 2500 coureurs au départ, là, entre 2000 et 2500. Puis, c'est un tirage avec une fois ton nom dans le chapeau. Puis, à l'époque, il fallait juste que tu aies fait une qualificative. Fait qu'il y avait 200 courses au Canada qui étaient qualificatives pour l'UTMB. Tu l'as fini, tu as une fois ton nom dans le chapeau, tu croises les doigts, puis tu espères être tiré. Le système a changé en 2021. Ironman a racheté une partie de l'UTMB. Ouais. Et là, ils ont fait un système de Running Stones, qui est un système dans lequel tu peux accumuler plus qu'une fois un nom dans le chapeau. Donc, tu peux passer à travers différentes courses. Selon la distance, ça va te donner 1 fois, 3 fois, 6 fois ou 9 fois ton nom dans le chapeau. Donc, sur une course? Sur une course. Wow, donc, la première fois que j'ai essayé, j'avais 1 fois mon nom dans le chapeau, ça l'a pas passé. Le système a changé pendant la pandémie. Ironman ont racheté. Et là est tombé le mode de Running Stones. Puis, un des défis de cette nouvelle organisation-là, c'est qu'il n'y avait pas de course au Québec qui permettait d'accumuler des Running Stones. Donc, il fallait absolument voyager. Puis, c'est encore le cas. Là, ça engendre des coûts. Ça engendre un paquet de coûts, ça engendre des sacrifices familiaux, ça engendre qu'on va faire, au lieu de faire des vacances en famille, on va faire des vacances dans lesquelles je vais essayer de fitter une course. Fait que mais juste pour le placer, tu as un enfant. J'ai un enfant, Tu ne gagnes pas de ta vie avec ça présentement. Du tout, amateur, papa. Ça te coûte des sous. Tu fais quoi comme travail dans la vie? Je suis vice-président des opérations, fait que j'ai une job assez prenante. Ouais. VP, papa, veut faire l'ultra-trail. Ouais. Comment tu fais? Il y a la notion financière, fait que là, il y a un sacrifice à faire, mais il y a surtout la notion de fitter le training, d'être capable de fitter l'entraînement. Parce que, en gros, si tu veux faire 100 km d'un coup, tu dois faire plusieurs semaines de 100 km. C'est assez simple, c'est mathématique. La course, c'est vraiment mathématique. Fait que pour être capable de mettre dans mes semaines du 100 km, puis avec la course en sentier, il y a un autre paramètre qui est important. En course sur route, c'est de faire la distance. Donc, c'est d'être capable de dire, je suis capable de faire la distance, donc je fais plusieurs semaines de longue distance. En course en sentier, il faut faire le dénivelé. Là, c'est là que ça ramène un défi. C'est-à-dire qu'en entraînement, il faut absolument que tu sois capable non seulement de fitter le millage, mais aussi de fitter du dénivelé positif et du dénivelé négatif. Puis quand on habite sur la rive nord de Montréal, il faut que tu ailles ailleurs pour t'entraîner. Ou il faut que tu ailles ailleurs, ou il faut que tu sois assez imaginatif. J'ai fait, là, dans mon parcours, là, il y a le Mont-Royal, qui peut être une option, mais c'est un 100 mètres. Puis quand tu t'entraînes pour des courses qui ont 5, 6 000, 10 000 mètres de dénivelé, il faut que tu le fasses, puis tu le fasses, puis tu le fasses. Avec 10 000 mètres de dénivelé, je le fais même pas, puis j'ai peur. Oui, puis c'est plus ça, honnêtement, que la distance. De faire la distance sur du plat, c'est quand même éprouvant d'être capable de mettre le dénivelé là-dedans. Doublement compliqué. Fait que, puis de mettre le training, dans le fond, de mettre le training pour être capable de le faire, ça a été ça mon défi. Ça prend une conjointe compréhensive aussi. Conjointe compréhensive qui était dans le projet avec moi, qui est coureuse aussi. Elle n'est pas dans l'excès comme moi, elle n'est pas dans les longues distances, mais elle est coureuse aussi. Fait qu'elle comprenait. Elle a été gentille de me suivre là-dedans dans l'aventure. Mon fils aussi m'a suivi, était là
à la majorité de mes départs, à la majorité de mes fins de course aussi que j'ai fait dans le parcours. Souvent, une grande motivation de ne pas abandonner une course aussi, là, de dire il va falloir que j'arrive au finish line puis dire à mon fils que j'ai lâché. Ça me tourne dans la tête sur la majorité de mes courses. Gabriel, le petit Gab, qui est un trop cool petit homme. Puis, qui est coureur aussi, là, comme je disais. Je l'ai contaminé. Mais t'as quel âge, là? Là, il a 8 ans. Il a fait son premier 5 km au marathon d'Ottawa, dans 2 semaines. Puis, il court au marathon de Montréal, au mois de septembre. Ouais, donc c'est ça. Lui m'a suivi là-dedans, la famille m'a suivi là-dedans. Ça a resté des sacrifices. J'ai longtemps aussi voyagé à la course. Fait que j'ai trouvé un moyen de fitter du village. Fait que le fameux commute, donc j'ai appris à courir avec un ordinateur portable dans le dos puis à faire mes allers-retours maison-travail, donc pour être capable de faire ce fameux 100-150 km par semaine. C'est le moyen que j'ai trouvé. Ça te donnait combien d'heures par semaine? C'est ça. Fait que si on le fait sur route, capable de le fitter en 10 heures, puis ça fit. J'arrive à mettre un 10 heures d'entraînement par semaine. Là, quand je suis tombé dans vouloir faire plus de dénivelé, il fallait que je monte à du 15-20 heures semaine. Là, c'était plus compliqué. Puis ça devenait même c'est un travail en temps partiel. Puis ça devient un défi le matin, tu te réveilles, tu te dis, bon, je vais fitter ça aujourd'hui, là, mon 2 heures avec 1000 mètres de dénivelé. Je vais mettre ça où dans ma journée? Fait que ça a été un gros défi. Puis dans les derniers mois, mettons pour l'UTMB, dans les derniers mois, l'été qui a précédé, ça devenait une bonne charge mentale, d'être capable de dire, là, de mettre cet entraînement-là. Le nouveau système, tu te dis, il faut que j'aille chercher des Running Stones aussi en même temps. Tu le places dans ton calendrier. Il faut que ça aille bien cette journée-là, parce que si tu fais un voyage en famille, tu t'en vas en Espagne, tu as pris un vol, tu as mis beaucoup d'argent là-dedans, tu t'es engagé, puis que finalement, c'est une mauvaise journée pour une raison X. Tu peux pas DNF, là. Tu peux pas DNF, il faut que tu finisses, parce que sinon, tu n'as pas tes Running Stones, puis là, tu viens de faire un sacrifice de plusieurs milliers de dollars de temps d'entraînement, puis tout ça, puis ça fonctionne pas. Fait que ça devient quand même une certaine... ça amène avec une pression. C'est sûr. Et une satisfaction quand tu y arrives aussi. T'sais. Et là, ça t'en a pris 19. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'été est arrivé et c'est le temps de se donner des objectifs de course. Si vous écoutez ce podcast-là, j'imagine que c'est parce que le sujet vous intéresse. Je vous lance un défi. Moi, je vais courir le demi-marathon le dimanche lors du marathon Beneva de Montréal. Mais si vous voulez vous initier à la course à pied et que vous voulez courir un 5 km, on va faire tirer 10 personnes, chanceuses ou non, je ne sais pas trop, mais 10 personnes pour venir courir le 5 km avec moi lors du samedi. On va se faire une petite course relax. Je vais me préparer pour le demi le lendemain. C'est parfait pour vous si vous voulez qu'on fasse ça socialement ensemble. C'est ça la course à pied aussi, c'est une affaire de communauté. Donc, allez vous inscrire sur couronmtl.com. J'ai bien hâte d'aller courir cette distance-là avec vous lors du marathon Beneva de Montréal. Oui, j'ai essayé une première fois, donc avant l'ancien système, juste avec une fois mon nom, ça n'a pas passé. L'année d'après, j'en avais 12 de mémoire, ça n'a pas passé encore avec 12. Fait que là, il a fallu que là j'ai dit à ma blonde, puis je me rappelle, c'est un tirage de nuit, ça se passe en Europe, fait que le tirage de nuit, c'était au mois de janvier. Puis là, je me suis réveillé dans la nuit pour regarder, puis là, ça a-tu passé ou ça va passer? Ça n'avait pas passé encore à 12. Là, j'ai changé, puis mon plan, c'était que ça fonctionnait. Ça n'a pas fonctionné. On a changé nos vacances de cette année-là, commencé à regarder des vols, puis commencé à regarder des courses la nuit même. J'avais prévu pour ça, dans le fond. J'avais prévu, puis là, j'avais prévu à 40 ans. Là, j'avais dépassé le 40 ans, tout ça. Fait que là, j'atteignais pas mon objectif. Je me suis dit, OK, on essaye encore une autre année. Là, je suis vraiment allé en mode all-in. On a fait 6-7 voyages de course dans la même année, monté à 19 stones, malgré un DNF. Donc, j'ai fait mon premier DNF dans cette croisade-là en Californie. Sur un 100 000, aussi sur un 160. Donc, j'ai pas terminé, donc pas accumulé mes stones, mais malgré ça, j'ai réussi à en accumuler 19. Puis, j'ai mis 19 fois mon nom dans le chapeau, puis ça a finalement passé pour septembre 2024. C'est quoi la réaction? Mettons, quand ça sort, puis tu vois que ton nom est là. Une grande satisfaction. Un paquet aussi de... on est en course en sentier, c'est une communauté assez tissée serrée. On n'est pas, c'est encore une communauté plus jeune, je dirais, puis moins grosse que la communauté de course sur route. Fait qu'un paquet de messages sur les médias sociaux, tout ça. Là, les gens te suivent un peu avec toi, puis tu le souhaites aussi en même temps. J'ai fait un peu une croisade publique là, dans ma partie là, accumulée des Running Stones. Là, fait que j'ai eu plusieurs commentaires, grande joie. J'ai amené toute ma famille avec moi, finalement, à cette course-là. J'avais aussi, mon père est fan de sport dans la vie. OK. Puis, j'avais promis à mon père que j'allais l'amener à Chamonix parce qu'il suit, l'UTMB en tant que tel est télévisé. C'est un live qui se passe avec des drones et tout ça.
Puis il le suivait avec moi depuis une couple d'années. Puis là, j'avais promis à mon père, on va essayer d'y aller. Puis là, finalement, ça a fonctionné. Fait que je l'ai amené avec moi. Il m'a suivi durant la course avec mon fils, ma blonde aussi. Ça devait être spécial de les prendre dans tes bras au fil d'arrivée? Vraiment, vraiment. Puis ça n'a pas été comme je voulais. La course en tant que telle n'a pas été comme je voulais. Ça a été dur justement de faire le dénivelé positif. Ouais. Donc ça, c'est une chose de faire le 10 000. Je pense que j'aurais pu en monter 20 000. Tu sais, je m'étais vraiment bien entraîné. Le dénivelé négatif, là, après 100, 120 kilos, là, je commençais vraiment à avoir des bonnes douleurs. Ça ne s'est pas passé comme je prévu. Ça a été plus long aussi que je prévu. C'est une course qui se gagne en 20 heures. Donc, les meilleurs au monde, là, c'est autour de 20 heures pour les mondes, mais tu as autour de 50 heures pour la finir. Puis, je visais en bas de 36 heures, fait qu'un peu dans le milieu de tout ça. J'ai fait 38 finalement, quand même content du résultat, mais les sensations que j'ai eues, surtout ces 2 nuits, tu sais, fait que tu commences, c'est un vendredi soir, passes la première nuit, cours toute la journée, passes une deuxième nuit, la deuxième nuit, il y a des choses spéciales qui se passent. Là. Pour les néophytes là, de course en trail, tu dors où, tu manges comment, si tu as besoin d'aller au toit, comment ça fonctionne? On essaye de ne pas dormir. Il y a des coureurs qui ont des stratégies de sieste là, de 15-20 minutes pour essayer de récupérer, comme faire un power nap. Okay. Donc, la majorité des coureurs essayent de ne pas dormir comme moi. Moi, j'essaie même de ne pas m'asseoir. Moi, si je m'assois après 20 heures de course, j'ai vraiment pas le goût de repartir. Vraiment pas le goût de repartir. Fait qu'on essaye le plus possible de ne pas dormir, de rester réveillé. La caféine vient aider aussi. Donc, on essaye une dose, mais pas une trop forte dose parce qu'il faut la faire pendant. Fait qu'une petite dose de caféine régulière. Puis, il y a aussi la notion de nutrition qui est la clé. À partir du moment où tu veux vraiment terminer, que tu as fait l'entraînement pour te rendre, ce qui peut faire en sorte que tu ne termineras pas, c'est la partie nutrition. Exact. Fait que c'est d'essayer, on brûle tellement de calories, ça devient de la science. Fait qu'il faut du carburant, il faut des glucides. Donc, tout ce qui est nourriture. Sur des courses plus courtes, généralement, on a tendance à prendre boisson, énergie, prendre des gels. Sur des courses plus longues, après plusieurs heures, les gels, ça passe moins bien. Fait qu'on essaie de prendre une partie de cette nutrition-là puis des calories de vraie nourriture. Fait qu'il y a des ravitaillements. Fait qu'en gros, c'est un 170 km. À tous les 10 km à peu près, il y a une espèce de poste de ravitaillement dans lequel on enlève nos papiers vides de trucs qu'on a mangés, on récupère de la nourriture qu'on met dans une espèce de sac super léger, puis on repart le plus vite possible. Dans ma stratégie à moi, c'est de partir le plus vite possible. Ma nutrition a bien été, super bien été, ça a bien fonctionné. Mon sommeil aussi, la deuxième nuit, là, tu parlais d'hallucinations, tout ça, la deuxième nuit, c'était plus rock'n'roll? Oui, c'était un peu C'était-tu la première fois que tu avais des hallucinations? Oui, j'avais déjà... vraiment, ça va être un peu weird. Là. Non, mais c'est important. Je voyais, tu sais, c'est souvent, c'est pas, tu n'hallucines pas des dragons puis tout ça. C'est souvent, tu vas voir, mettons, il y avait des pierres, des grosses roches sur le côté de la trail, je voyais des visages dans la roche, des fois dans le Mont Rushmore de la course. Là. Exact. Des animaux, des fois même je voyais comme une image d'enfant qui sort dans l'arrière d'une roche, là, tu sais, puis qui me fait mais il y a personne, là, tu sais. Est-ce que vous étiez tout seul? Je veux dire, rendu à ce point-là, est-ce que tous les coureurs étaient assez distancés pour que tu aies l'impression d'être un peu perdu? Au Québec, si tu fais un 100 km, un 160 km, tu es vite tout seul. T'sais, souvent, on est 100 au départ, puis ça finit par s'espacer, puis qu'on est souvent tout seul. Là-bas, on est presque jamais tout seul. J'ai eu, là, dans le deuxième matin, là, presque avant de finir dans les 20 derniers kilomètres, un certain moment où j'ai fait comme « Tabarouette, je suis tout seul. » Est-ce que je suis sur le bon chemin? Exact. C'était la première fois que je me posais cette question-là parce que tu es la majorité du temps avec d'autres mondes, d'autres coureurs. Tu finis par aussi te recroiser. Puis ça, c'est une différence course en sentier versus course sur route, là, que tu finis par avoir à te créer des amitiés là, durant les courses, parce que des fois, tu peux, durant la nuit, tu vas t'aider d'un autre, ou vice-versa, tu vas tirer quelqu'un avec toi. Fait que tu t'essayes le plus possible, ça fait passer le temps plus vite. Tu vas généralement pas à un rythme où est-ce que tu es très essoufflé, fait que tu es capable d'avoir une conversation durant le chemin. Fait que très rarement tout seul. La majorité du temps, tu es avec d'autres coureurs, puis des fois, tu cours ensemble 1 heure ou 2, tu finis par te perdre, puis tu finis par te retrouver plus tard, puis ainsi de suite. Ça fait des belles amitiés, des bonnes histoires. Mais là, mettons, tu le complètes. Les heures après, c'est comment, tu sais, le dodo, manger, s'asseoir, les 12 heures après de la vie normale, là. Sur des plus longues comme ça, là, j'ai eu une expérience qui se ressemble à chaque fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je termine, ça va vraiment pas bien pour quelques heures. Fait que les heures qui vont suivre, là, un peu de fièvre, un peu de maux de cœur aussi, puis ainsi de suite. Le corps est comme un peu en mode reset.
généralement, je m'endors pas tout de suite en finissant. Fait que ça va prendre quelques heures de vraiment juste être mal pendant quelques heures. C'est sûr. Puis assez vite, là, après un bon repas, une bonne nuit de sommeil, généralement des grosses courbatures là, dans les jours qui vont suivre. Mais avec le temps puis les années, c'est de moins en moins pire ce bout-là. C'est-à-dire que je récupère de plus en plus vite. 3-4 jours après la course, je suis généralement capable de reprendre doucement de la course. Puis avant de retrouver mes jambes complètement, là, puis de dire « OK, je suis prêt à recourir puis faire des bons entraînements », ça peut prendre 3 semaines, 1 mois avant que je sente que je suis revenu à 100%. T'sais. Aïe, aïe. Fait que les premières heures sont difficiles. Les 2-3 jours qui suivent, là, c'est plus de... Je me rappelle les premières courses que je faisais, là, je m'assoyais dans ma voiture, puis il fallait que j'embarque mes jambes dans ma voiture. Tu sais, je m'assoyais de côté, je prenais ma jambe droite, je la mettais. Là, je suis plus là du tout. Avec les années, on dirait que je récupère plus vite, puis ouais, puis ça va de mieux en mieux. Ça reste pas le moment le plus fun. Le finish line est le moment le plus fun. Les heures qui suivent, plus compliqué. Ouais. C'est écœurant, ces aventures-là, parce que, tu sais, quand tu l'atteins après tant d'années de travail, puis tu rates des... Là, tu le fais, là, après ça, es-tu du genre à être capable de le savourer puis de le vivre un peu ou de faire, bon, what's next? Celle-là, la dernière, l'UTMB, la dernière vraie longue que j'ai fait, ça m'a pris une couple de semaines à me demander est-ce que je me rembarque tout de suite. Là. J'avais besoin aussi, j'avais un coach là, qui m'a amené jusqu'à l'UTMB, puis après l'UTMB, j'ai dit j'ai vraiment besoin d'un moment où est-ce que j'ai plus d'entraînement structuré, puis que je reviens à juste courir pour la santé, courir pour le fun, courir pour la communauté, puis tout ça. As-tu le petit blues post-course, la petite dépression, là, qu'il y a beaucoup de coureurs qui Parce que parlent. ça fait 5 ans que tu es comme sur tu vises ça, puis là, c'est fait. Fait qu'un peu dur de... Puis je me rends compte aussi que, tu sais, quand j'ai pas cet objectif-là, c'est jamais dur pour moi de sortir 1 heure, le courir, de dire un mardi matin, courir 1 heure. Ça me tente tout le temps, là. Je suis un motivé de nature, là, fait que ça me dérange pas du tout de courir, mais de dire que je vais fitter des grosses semaines d'entraînement, des entraînements structurés, des intervalles, j'ai besoin d'avoir un dossard pour aller là, tu sais. Puis effectivement, dans les semaines qui ont suivi, j'étais pas dans un mode où j'avais la motivation de me lancer dans un autre défi. C'est revenu. Je suis revenu au courant de l'hiver, puis tout ça, c'est revenu. J'ai un autre objectif aussi en tête, là, qui est un autre objectif de longue durée, qui était là aussi. L'UTMB est un peu la course, le Super Bowl, mais plus européen. Aux États-Unis, il y a une course qui s'appelle la Western State, qui est une course aussi qui est très contingentée, qui est un autre mode complètement, donc c'est pas des grosses montagnes comme les Alpes, c'est dans le désert, ça se passe, ou dans les canyons, puis tout ça, ça se passe en Californie. Puis c'est un des 100 000 les plus vieux aux États-Unis, qui est un peu le Super Bowl américain, je vais dire ça comme ça, là, où est-ce que de la course en sentier, un 160 roulant, donc ça pourrait, dans mon cas à moi, se faire en bas de 24 heures. Fait qu'un peu plus raisonnable que du 2 nuits, tout ça. Présentement, pas l'intention de me relancer dans un défi comme avec 10 000 mètres de dénivelé, puis 2 nuits, tout ça. Mais cette course-là me parle. Concept aussi un peu comme l'UTMB, où est-ce que c'est un tirage. L'année 1, donc tout ce que tu as besoin de faire, c'est te finir un 100 km qui est dans une liste de 200, 100 km, 100 km ou 100 000 dans l'année. Fait que la première fois que tu le fais, tu as une fois ton nom dans le tirage. L'année suivante, tu te refais un 100 km qui est qualificatif, ils mettent 2 fois, puis ensuite tu montes à 4, 8, 16. Là, je suis rendu à 32 fois mon nom dans le tri-là cette année. Fait que là, je suis rendu à 5 ans là, que je mets mon nom dans le chapeau. Je vais vite monter à 64, 128, 256. Puis généralement, la moyenne, c'est à peu près 8-9 ans quand même. Avant d'être figé, c'est un 8-9 ans, Puis c'est de plus en plus contingenté. La course en sentier est dans un mode où c'est en forte croissance, donc plus en plus de monde qui veulent la faire. Donc là, ça prend de plus en plus d'années. Fait que là, mais là, cette année, je vais avoir donc 32 fois mon nom. Ça va peut-être passer. Puis là, je vais tout de suite me rembarquer dans un projet de Western State au mois de juin l'année prochaine. Fait que j'aurai 1 an pour me préparer. Tu vas le savoir quand pour l'année prochaine? Le tirage est en hiver, fait que décembre. Pour savoir si je me planifie pour juin. Puis à travers ça, j'avais aussi une autre course, mais là c'est course sur route, fait que j'avais le fameux marathon de Boston que je voulais aussi faire dans ma liste, qui m'a motivé cet hiver à faire des courses, à faire des intervalles, faire de la piste puis tout ça à l'intérieur, pour être capable de me qualifier à Boston pour l'année prochaine. Puis là c'est fait, fait que je me suis qualifié il y a 3 semaines au marathon d'Ottawa.
pour Boston. As-tu besoin de séparer ton cerveau en deux? Tu sais, un cerveau de coureur de route puis de coureur de trail. Tu sais, je sais que tu le vois comme deux disciplines différentes, mais j'aime ça de la course sur route, j'aime ça de la course sur trail, de pas t'ennuyer de un pendant que tu fais l'autre. Je sais pas si tu comprends. Oui, j'arrive vraiment, puis à la limite, ça renouvelle ma motivation. C'est des motivations qui sont complètement différentes une de l'autre. Parce que tu fais pas genre j'aimerais mieux être en trail pendant que tu es en route ou j'aimerais mieux être en route pendant que je suis en trail. C'est vraiment. Non, puis souvent, tu sais, comme là, je viens de finir un bloc de route, là, plus d'entraînement de route que j'ai fait ce printemps pour ça. Puis là, c'était tellement une libération de tomber en trail parce que c'est vraiment deux sports, tu le disais, là, complètement différents. Fait que pour moi, de là, rentrer dans le bois, là, je viens de faire ma transition en fait cette année. Donc, d'arrêter de regarder la montre. La grosse motivation sur la route, c'est une question de temps, de performance, quel temps je peux faire sur telle distance, puis tout ça. Être plus dans un mode de vivre des aventures, là, puis d'être dans la forêt. Fait que j'arrive à très bien faire cette limitation-là entre la route puis la trail, puis à la limite, ça me fait vraiment du bien de transitionner entre les deux. Je pense que je vais toujours continuer à faire de la route dans la vie, là, tant que je vais pouvoir, puis même chose pour la course en sentier. Puis de combiner les deux fait en sorte que je pense que je suis plus constant sur une année de course à pied parce que justement, je change le mal de place un peu puis j'alterne. C'est des communautés qui sont différentes. Mettons, la communauté de la course sur route, de la course en montagne, la façon que ça se passe, les interactions. Vois-tu des différences entre les deux? Oui, c'est ça. Peut-être on parlait. Je pense que la communauté route était peut-être un peu plus axée performance, temps, et ainsi de suite. Peut-être se rapprochant plus du triathlon. Tandis que la course en sentier, plus petite communauté, c'est beaucoup plus serré, tu finis par croiser tout le temps les mêmes mondes dans chacun des événements, fait que je la sens moins compétitif. Il y a vraiment une notion de... Puis c'est un peu comme ça sur route aussi, mais une notion de moi versus moi, est-ce que je suis capable d'atteindre cet objectif-là, versus je vais essayer de faire un temps ou un classement, tout ça. Moins ça en course en sentier. C'est de l'équipement différent, c'est ça fait que c'est des événements qui sont différents aussi, qui se passent souvent aussi sur plusieurs jours, contrairement à des courses sur route. Fait qu'en course en sentier, souvent les distances vont, même un 100 000, ça va se passer sur un week-end complet la majorité du temps, fait que tu finis par tisser des liens aussi entre les courses puis dans les événements. Dans les courses que tu as mentionnées que tu aimerais faire, il y en a une, la Hard Rock. Ça a l'air que c'est une course très très difficile, très technique. Raconte-nous un peu. Elle me fait peur. Honnêtement, moi, je le vois un peu comme le Hard Rock, comme un projet de retraite. Dans le sens où il va me falloir vraiment beaucoup de temps. Fait que c'est bien différent. Il va me falloir beaucoup de temps dans la vie pour m'entraîner pour cette course-là. C'est une course, qui a un peu un profil équivalent à l'UTMB. Encore plus technique, les sentiers encore plus techniques, mais surtout une notion d'altitude que tu n'as pas nécessairement à l'UTMB. Ça se déroule où? C'est au Colorado, la ville. Non, c'est une toute petite ville. Une toute petite ville, ça va peut-être me revenir. Toute petite ville au Colorado. Puis, c'est un événement encore plus. Au départ, il n'y a pas 300 coureurs. Là, donc, c'est vraiment une toute petite course super contingentée. Puis juste pour se qualifier à cette course-là, il faut faire des courses qui sont vraiment difficiles. Plus que la Western State, plus que l'UTMB. T'arrives là, t'es prêt. T'arrives là, t'es prêt, t'as fait tes devoirs, assurément. Personne ne s'est fait donner un dossard. Il n'y a pas de touristes à la Hard Rock, je vous confirme. Il n'y a pas d'exemption parce que t'as 100 000 sur Instagram. Non, j'ai confirmé. Il faut vraiment avoir fait ses preuves, faire des grosses courses. Il y a quelques Québécois qui ont eu la chance de le faire. Généralement, il y a 1 ou 2 Québécois au départ. L'année passée, je pense qu'il y en avait 3, puis c'était comme un record d'avoir 3 Québécois au départ de cette course-là dans une année. Donc, encore plus contingenté, plus difficile, plus technique, des paysages absolument magnifiques. Sûr. Mais tu passes en haut de 4000 mètres à plusieurs reprises. Là. Donc, tu as une notion d'altitude dans laquelle moi, je suis aucunement adapté, là, qui serait un autre défi. C'est pour ça que je dis un projet de retraite, parce que vouloir me lancer là-dedans, j'irais me stationner à quelque part où je peux vraiment faire l'entraînement. Là, ça ne marche pas dans ma vie présentement de faire ce genre de défi-là. Mais je me dis, j'ai le fort espoir d'être dans la cinquantaine puis continuer à courir. Puis à la limite, là, moi, pour l'instant, mon prochain 160, ça va être la Western State. Ça se peut que ça me prenne 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, là, comme on en a raconté tantôt. Mais par la suite, je me dis, j'aimerais ça avoir une deuxième vie de coureur parce que, je pourrais passer des longues périodes de mes semaines juste en montagne à faire de la course en sentier. Tu as déjà pensé à arrêter, mettons, ton travail puis essayer de vivre de ça ou
la montagne a l'air trop dure à monter puis ça a l'air trop difficile présentement? J'ai souvent eu, je veux pas dire le regret, mais quand même un peu, je veux dire le regret de ne pas avoir découvert ce sport-là plus tôt. Je l'ai dit d'entrée de jeu que j'ai découvert à 32, 33, 34, 35. Je pense plus que ça serait possible aujourd'hui de dire je me lançais, ça n'a jamais été dans mes plans. J'aille pas aussi avoir ces différentes facettes dans ma vie. Non, la course, c'est rendu une partie importante, la famille, les amis, le travail, ainsi de suite, mais la course est une partie importante, mais ça n'a jamais fait partie de mes plans. Puis je pense qu'il aurait fallu, là, en toute humilité, que je découvre ça pas mal plus tôt. Puis moi, dans ma vingtaine, là, j'étais pas, c'est ça que je dis un peu en intro, mais j'étais pas un sportif. T'sais, mon père a essayé de semer en moi, me faire essayer de le soccer. C'est pas qu'ils n'ont pas essayé, mes parents, ils ont essayé de me faire, mais j'accrochais à rien. Puis là, finalement, je suis tombé dans ce sport-là, puis c'est ça qui a fait que je suis devenu sportif, finalement. T'sais. C'est comment pour ton père d'avoir un gars qui, dans la vingtaine, n'est pas sportif, puis là, de le prendre dans ses bras à la fin de l'ultra-trail au Mont-Blanc? Des fois, je le vois qu'il y a des fois, il comprend pas ce qui s'est passé. C'est ça. Entre ma jeunesse puis maintenant, puis là, il me voit finir ces longues courses-là. Puis j'ai aussi, avec le temps, vu que je me suis acharné, puis j'ai été constant à travers les années, j'ai réussi à compétitionner un peu. Je ferai jamais de podium sur des grosses courses comme l'UTMB puis tout ça. Mais dans des courses au Québec, j'arrive à des fois avoir un peu l'aspect de compétitivité, performance, puis tout ça. Fait que mon père, des fois, il m'en parle de dire « Mais qu'est-ce qui a pu se passer? » Entre le disconnect entre moi, à l'adolescence, pas tellement sportif, que lui essaye de me faire essayer des choses, puis maintenant. Mais il est super fier, vraiment fier. Puis ça a été... Au début de mes premières années, là, j'ai fait beaucoup de courses, puis tout ça. Mes premières années, il me suivait dans toutes mes courses, là, puis il était vraiment fier. Il est devenu, comme je disais tantôt, fan de ce sport-là, puis à suivre les élites, puis tout ça, Ça doit être émotif à l'UTMB, là. Vraiment, à la fin, vraiment. Mon gars a fait les 500 derniers mètres avec moi. J'avais les yeux bien mouillés. Non, c'est sûr, parce que maintenant, on dirait que tu tiens ta tête le temps de la course, puis on dirait que quand tu passes le fil d'arrivée, j'ai eu la chance d'animer l'Ironman puis le marathon plusieurs fois, puis le nombre de personnes qui passent le fil d'arrivée, puis là, tout lâche. Là. Puis là, la famille arrive, puis là, tout le monde braille, puis tu fais, voyons donc, puis là, tu fais, t'es en rémission d'un cancer, mais à court pour son fils qui a telle affaire, là, tu fais, là, le poil te lève. Il y a tellement d'émotions rattachées à la course, aux objectifs que vous vous donnez, c'est écœurant. T'sais. Exact. Est-ce que, t'es VP opération, travail de bureau un peu plus, ça doit être dur quand tu vis des grandes émotions dans le sport, des fois dans les autres sphères de ta vie, d'être aussi accroché, aussi intense, puis aussi commis quand tu sais que c'est un peu plus un fleuve tranquille. Oui. D'un point de vue professionnel, je l'ai cet aspect-là compétitif. Là, dans ma vie, j'ai voulu monter les échelons, tout le temps en avoir un peu plus, puis ça, j'avais l'ambition d'emmener plus. Je ne l'avais pas au niveau sportif tout le long, puis on dirait que c'est comme à la limite le professionnel qui a teinté la partie sportive. Puis là, j'ai trouvé un sport dans lequel j'avais pas tellement besoin de talent, j'avais juste besoin d'être constant, régulier, puis tout ça, puis que là, ça a fonctionné. Fait quoi que j'ai vraiment... Je l'ai, cet aspect-là, dans ma partie professionnelle, d'essayer d'emmener plus, d'en avoir plus large, puis de me donner des objectifs, puis tout ça. Puis ça se traduit différemment. Exact, complètement. Tu rapportes-tu ta médaille le lundi en arrivant au bureau? Non. J'ai fait l'UTMB en fin de semaine. L'UTMB, tu sais, il donne une veste, là, une super veste, pas de manche quand tu termines, puis je la porte pas. J'ai comme un petit... une petite gêne à porter ma veste de finisher UTMB, puis ça. Mais tes collègues de travail, tu sais, quand tu cours, tu fais du sport, t'es commis, ton entourage, là, c'est bon, il est parti courir, bon, il est parti... Tu sais, tout le monde est au courant de ta vie, c'est quoi, on dirait, parce que ça vient naturel à un moment donné. Là. Exact. Puis j'espère aussi, là, tu sais, puis au travail, puis tout ça, il y a des gens que je contamine un peu avec ça, qui s'essayent, souvent j'accompagne ça des amis ou des collègues ça, qui veulent commencer la course à pied puis qui sont sédentaires pour essayer de l'amener. Là, je vois, puis eux aussi là, témoignent un peu des bénéfices que moi ça m'a amené. Puis j'espère contaminer le maximum de gens parce que moi je me verrais plus là aujourd'hui là, de ne pas avoir cet aspect-là dans ma vie. Puis ça reste un sport qui, contrairement à d'autres, qu'on arrive à, qui est quand même efficace, je vais le dire comme ça, dans le sens où on part de la maison, pas tant besoin d'équipement, tu fais un 30 minutes. C'est rare les sports c'est un sport qui est dur à aimer, je le disais tantôt, mais c'est un quand sport... t'es dedans, par exemple. Oui, c'est ça, exact. As-tu l'impression sur ton parcours que t'as inspiré des gens? Je pense que oui. Vis-tu bien avec ça? Je vis assez bien. Je vois des gens autour de moi qui me l'ont dit. C'est pas ça nécessairement mon intention. Au-delà de, comme je disais,
contaminer un peu les gens. Mais j'ai des gens qui ont commencé la course en sentier à cause de moi, qui se sont donné l'objectif de l'UTMB aussi, puis tout ça autour de moi. Fait que je me suis aussi créé des amis. Là, j'ai un peu renouvelé mon cercle d'amis autour de moi par des gens. On finit par... Quand tu passes, là, que tu as besoin d'aller t'entraîner pendant 5-8 heures en montagne, d'avoir quelqu'un avec toi qui vient, un partner. Je cherche activement en ce moment. Val fait des stories Instagram dans son auto en disant « Mais quoi avec moi, mon Warford, s'il vous plaît? » Exact, ça change tout. Là. Quand il faut que tu ailles faire, je parlais tantôt du Mont-Royal, un 100 mètres de dénivelé, il faut que tu ailles faire 10-15 fois, 20 fois le Mont-Royal, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne là-dedans. Mais vous trouvez entre vous autres. Souvent, là, quand tu lèves la main, tu as dû avoir des dizaines de réponses du monde qui font « Moi, j'y vais, moi j'en fais, moi je vais t'accompagner. » On dirait que quand t'as pas beaucoup de monde dans ton entourage, moi quand j'ai commencé à courir, j'étais tout seul. On est des joueurs de hockey. On a grandi en jouant au hockey. Ouais. Je m'inscris à un demi-marathon, puis là mes chums sont comme « Un demi-marathon? » Ouais, on joue au hockey, nous autres. Puis là, moi, mes chums veulent rien savoir. Ben là, je fais d'autres amis. Puis là, maintenant, ils commencent à comprendre que, OK, c'est sérieux l'affaire. C'est d'acheter des linge shoes, c'est d'acheter du linge. Puis c'est fou comment les gens font « Ah, ils viennent curieux vite. Tu sais, si quelqu'un qui faisait pas ça à la base rentre là-dedans, on dirait que ça ouvre une porte sur... Ah, je pourrais peut-être essayer. Puis il y a beaucoup de monde qui ont déjà essayé dans leur passé, qui ont dit OK, parce qu'ils voient justement que c'est un sport qui est accessible, tout ça, ils essayent. C'est d'essayer de passer, là, je le dis souvent aux gens qui sont sédentaires, essayer de passer les premières, là, 30-40 entraînements. Parce que ces 30-40 premières-là, c'est un calvaire. C'est vraiment un calvaire. Puis par contre, une fois que c'est fait, ça devient de plus en plus facile. Puis généralement, le progrès se fait assez rapidement, mais c'est un sport de patience. Guillaume, ça va passer tellement vite, c'est tellement intéressant. Quand on va te recevoir dans 5 ans, vas-tu avoir fait le Western States? Oui, puis je vais être pas encore proche de la retraite, mais je vais peut-être planifier mon hard rock de retraite rendu là. Ouais. Merci beaucoup d'être passé, Guillaume. C'était un plaisir. C'était vraiment le fun. Merci beaucoup. Cool. C'était Pourquoi tu cours, le balado du Marathon Beneva de Montréal. On se retrouve pour un autre épisode très bientôt. Pourquoi tu cours? Présenté par le Marathon Beneva de Montréal.